Bonjour, bienvenue à cette émission Grand Débrief spécial. Nous allons faire un bilan des salons Silver Economy Expo et le salon des services à la personne. Après cette période Covid, c'était le retour en présentiel de ces deux salons. Nous allons faire un bilan, nous allons échanger sur les tendances, échanger sur les évolutions de la Silver Economy. Nous allons également parler des éléments à retenir, ce que chacune d'entre nous a retenu, et de manière plus générale, un bilan sur la Silver Economy, avec l'idée, c'est d'avoir plusieurs points de vue, avec de nombreux débatteurs et nombreuses débattrices. On va commencer par les femmes. Caroline Mominou, qui est responsable Silver Economy chez Legrand, qui a lancé la marque Le Grand Caire. Mélanie Slupsik, qui est la fondatrice de Colibri Intergénération. Eric Creslo, qui est le CEO de Mint, qui travaille dans la détection et la compréhension de la chute. Joachim Tavares, qui est le fondateur de Papi Happy. Sébastien Potvin, qui est le directeur général de France Silver Eco. Arnaud Dugluet, qui est le directeur général d'Arche MC2 et aussi président du SYNAPS. Et enfin, l'hôte, en fait, celui qui nous a reçus, Alain Bosetti, qui est le directeur En Personne, à l'initiative des deux salons. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes. Alors, on va commencer par Alain, commencer par celui qui nous a reçus. Alors déjà, merci en fait pour le salon, puis merci d'avoir permis d'avoir des grands entretiens sur le salon. Merci beaucoup. Tes premières impressions en tant qu'organisateur? Déjà, moi, je remercie les exposants et les conférenciers parce qu'un salon, c'est un événement mutualisé. Et nous, on agrège du contenu. Première impression, c'est d'abord la joie, et je crois qu'elle était partagée par beaucoup de participants, de se retrouver après 2 ans d'absence. La deuxième, c'est un salon super vivifiant parce qu'on sait la finalité. La finalité, c'est d'améliorer la vie des familles et la vie des seniors en général. Et ça, c'est comme une finalité qui est porteuse en soi. On organise aussi un salon dédié à l'entrepreneuriat, mais tout secteur, là, c'est très, 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 très porteur. La troisième, c'est que le salon il était hybride cette année pour la première fois également en ligne et beaucoup de satisfaction et évidemment une déception parce que la résurgence de l'épidémie a frappé également les visiteurs et donc on va annoncer une baisse du visitorat présentiel, mais qui sera, je l'espère, j'attends tous les chiffres, compensé par du visitorat en ligne. Voilà. Et puis après, je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger sur les tendances. Mais on était hier soir, on a fait un point avec l'équipe, on a fait un débrief, on a pris un pot. On était heureux de vous revoir, de se revoir et d'avoir livré ce salon qui était, je crois, assez chouette. D'accord. L'organisation a été plus difficile après le Covid à relancer, parce qu'en fait, pour moi, ça a été beaucoup disaient, on s'est revus, c'est le premier salon où on se revoit dans la Silver Economy. Ouais, l'organisation, vous savez, quand les restaurants ont réouvert, on a beaucoup parlé de la chaîne logistique des raisonnements, des restaurants, les salariés, la nourriture, etc. Les restaurants peuvent plus ouvrir bien comme il fallait, etc. La chaîne logistique de l'événementiel a été cassée. L'événementiel, c'est un secteur sinistré. Donc, ça veut dire qu'en gros, les prestations que nous avons achetées, on les a payées plus cher, on avait moins de salariés, il fallait s'engager plus tôt. Pour nous, ça a été beaucoup plus compliqué à gérer. Ça, vous ne le savez pas, c'est nos coulisses, mais la chaîne de l'événementiel est vraiment complexe. Il y a eu 20 à 30% de salariés en moins dans l'événementiel depuis 1 an. Entre les gens qui sont partis spontanément et ceux qui ont été licenciés, il y a un tiers des gens qui ne sont plus là. Donc, on essaie de faire la même chose. Et en plus, comme il n'y a pas eu de salon au premier semestre, eh bien, tout a été reporté au deuxième. Et donc, il y a un nombre d'événements et de salons qui est absolument, une concentration qui est absolument dingue là, entre septembre et décembre. Plus de salons avec moins de personnes pour aider à les organiser, c'est ça. Mélanie, Colibri Intergénération, ton sentiment après le salon? Ça fait du bien de revoir les gens. Physiquement parlant, là, je confirme totalement. On était un petit peu isolés dans notre coin, donc ça fait vraiment du bien et ça monte en puissance. On a eu la chance d'avoir un stand partagé avec notre incubateur et la ville d'Orléans, mais aussi avec 2 autres startups. Donc, du coup, ça a vraiment lancé une impulsion dans la visibilité de chacun et un véritable échange avec les gens qui passent d'un point A à un point B et on voit s'entremêler finalement nos activités du quotidien. Où nous, on a une solution d'habitat partagé Internet, où Papi Happy référence toutes les solutions pour les seniors. Donc, c'est vrai que des fois, on avait l'entrée qu'on renvoyait chez eux et j'ai trouvé ça juste incroyable à vivre, en fait, clairement.
Il y a plusieurs zones, quelque part, même organisateurs qui fédéraient plusieurs startups, Alain. Il y avait Silver Valley. Oui, il y a plusieurs pôles d'innovation. Il y avait Ouais, ça, Silver ouais. Valley, il y avait le pôle d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine, il y avait le labo, je montrais ça tout à l'heure, c'est le carnet qu'offrait le labo d'Orléans. Il y avait donc, oui, effectivement donc des intégrateurs qui présentaient des solutions régionales et plus notre village startup. Et c'est vachement bien. On a eu aussi le Centic d'Angers qui est venu évidemment, mais qui n'était pas avec son écosystème. Et ça, quand on a un opérateur et son écosystème, c'est beaucoup plus riche et ils se font la courte échelle entre eux. Papy, Happy et Colibri, en plus, on se faisait également la courte échelle entre eux. C'est vraiment très, très Mais, puissant, je pense. mais pas que, en fait, hein, finalement. Même s'il y avait des zones dédiées à chacun, il y a vraiment eu cette synergie entre toutes ces zones, finalement, puisque nous, on est aussi adhérents Silver Valley. Donc, on est allé voir les startups de Silver Valley, on a échangé avec, on est monté en puissance sur de potentiels partenariats avec eux qui émaneront probablement dans le salon. Donc, il y a vraiment une vraie richesse qui est née de ce salon. Il faut savoir que moi, j'en ai fait d'autres. Hein. J'ai fait Saint-Étienne, on a fait Aix, on a fait Marseille. Je trouve que ce salon avait vertu à réellement accroître la visibilité de chacun d'un point de vue aussi politique. Et ça, c'est pas anodin pour nous, startups qui construisons au quotidien un développement. Quand on est mis en visibilité sur un certain marché avec une certaine personnes politiques, ça nous aide vraiment. Et là, je remercie beaucoup les équipes, en tout cas d'Alain et de Sabrina Lhomme, sur ce point. On a un invité qui est de surprise, qui vient de se rajouter. Bonsoir Laurent. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Salut Et Laurent. tu sais que Bonsoir, Laurent, on en a parlé, je suis rarement jaloux, mais quand j'ai vu l'espace VIP, je me suis dit l'année prochaine, je vous trouverai la même chose. Ah, Alain, Chic et élégant. j'ai encore ma cravate, je suis désolé, j'ai une autre réunion juste derrière. Et c'est pour ça que j'avais envie de passer une tête. Mais c'était l'occasion de pouvoir se retrouver. Et c'est vrai que, écoutez, avec un café, on a du mal à avoir encore son masque. Donc, c'était l'occasion. On était en train de parler de ce qu'on a retenu du salon. Toi de ton côté, avec l'espace VIP, tu as noté quoi en fait? Quelles sont tes conclusions du salon? Que du plaisir. Que du plaisir à se retrouver. Oui, nous sommes conscients quand même que la sortie de crise sanitaire, elle dure, elle dure, elle dure. Donc, bien évidemment, on peut constater quand même qu'il y avait un investissement un peu moins important de beaucoup d'industriels ou d'acteurs sur ces moments-là. Maintenant, le casting était bon, les dirigeants étaient là, les partenaires étaient là. Et je pense que les projets sont là, plus que jamais, parce qu'on est désormais dans un secteur où c'est plus le marché de demain, c'est le marché dans ce moment, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais dans nos dîners, on ne nous parle plus on est sur l'avenir, sur le futur, c'est pour demain. Non, on est en plein dedans et on nous demande où est-ce qu'on peut et comment on peut aider à prendre en charge une grand-mère, une belle-mère, une tante, qui que ce soit. Et ça prouve bien que ça y est, ça a évolué. Et je crois que pour nous tous, c'est une réalité. Peter, en fait, on a eu le plaisir, on a enregistré hier pour une annonce qui a été annoncée aujourd'hui. Blulinéa devient le 5e téléassisteur en France. Oui, alors c'est le hasard total. On ne recherchait pas ça du tout. Et d'ailleurs, j'en profite surtout pour avoir une pensée pour... ce matin, à 7 heures, on a publié un communiqué de presse et la totalité des salariés l'ont appris en même temps que beaucoup. Donc, même si Blue Linéa s'est engagé à reprendre l'intégralité des salariés, il y a toujours une émotion, il y a toujours bien évidemment une émotion compréhensible. Donc là, non, ce que je retiens surtout, c'est que à l'occasion ça nous a amené à 2 éléments. Premier, ce marché de la téléassistance, si on prend un peu de hauteur, il est quand même ridicule. 90 millions d'euros à lui tout seul. Alors, je ne sais pas. Il n'y a personne de chez WeCare. Je crois que ça doit faire un tiers du chiffre d'affaires de Guillaume en ce moment du groupe WeCare. 90 millions d'euros en France. 700 000 raccordés, si je reprends les termes du passé. Alors, on le dit toujours, il y a un décrochage par rapport aux Anglais qui sont à plus de 2 millions, 4, 5 en ce moment. Oui, quand on a un grand acteur,
avec 50 000, on arrive à rentrer dans le top 5. Waouh! C'est assez décevant. Alain, n'oublie pas, l'année prochaine, on préempte bien évidemment l'accueil VIP. On fera encore 2-3 autres choses. Et j'ai proposé à Frédéric de nous faire une web TV en direct. Super. Ça marche. C'est noté, ça marche. On revient au Salut, salon. Laurent. Au revoir à tous. Ça marche. Mélanie, Caroline. J'ai salué que les dames. Au revoir. Ça marche. On a eu Benoît de la Normandie qui nous a rejoint. La Normandie, la boxe chauffe doucement, c'est ça? Je sortais d'une conf avec un client et je n'ai pas pu me libérer. Ok, d'accord, ça marche. On fait le tour. On refait le tour. On est en train de dire ce qu'on a retenu du salon. Caroline, on en est. Oui, le groupe Legrand, on est partenaire de longue date sur ce salon. Oh oui. Et avec plaisir, on accompagne et on a cette visibilité et on est très heureux d'être toujours sur ce secteur aussi proactif qu'on puisse l'être. Il a plusieurs saveurs, ce salon. Il a déjà, comme tout le monde a dit, le fait de se retrouver. Ça, c'est évident que même si nous, on a continué à avoir et à se déplacer, à voir nos clients, c'était quand même toujours restrictif et les échanges informels, en fait, nous manquaient. Et les échanges informels entre partenaires, même si indirectement ou directement, on n'a pas de lien, voir les startups, voir les nouvelles solutions ou d'autres qui sont directement concernés dans la Silver Eco, mais qu'on ne connaît pas directement. Donc, c'est toujours c'est ça l'intérêt des salons, et notamment Silver Eco. Et puis, il a une saveur aussi parce que par rapport à notre actualité, parce qu'on a tout juste lancé la marque Le Grand Caire, la division Le Grand Caire. Donc, effectivement, ça nous a permis aussi de rendre encore plus visible cette nouvelle organisation qui finalement, et là si je fais un petit peu le parallèle par rapport aux tendances de marché, nous on voit bien que c'est le parcours client, enfin le parcours de la personne qu'il faut absolument suivre et accompagner. Et le care, alors c'est un grand mot bien générique, mais qui a tout son sens parce qu'on parle du domicile, on parle des établissements, et c'est vrai que la tendance a été assez forte sur la présence du salon et ce qui ne s'était pas vu auparavant. On a vu nos clients incontournables et les acteurs incontournables qu'on a l'habitude de rencontrer. On a vu aussi une tendance forte sur des visites d'établissements de résidence-service qui exprimaient vraiment des besoins bien ciblés. Ils s'étaient informés, ils connaissaient bien, ils avaient une prise de conscience. Et du coup, on a pu... chose qui n'était peut-être pas le cas auparavant, on a bien pu exprimer ou montrer à quel point on était là pour accompagner et être tout au long du parcours de vie de la personne et de ses proches, du domicile en passant par les établissements, l'EHPAD et jusqu'à l'hôpital, mais c'est plus au niveau établissement et domicile. Donc voilà, une grande réjouissance de se retrouver et une actualité qui finalement a bien suivi les tendances qu'on sent sur le parcours de vie de la personne. Super. Eric, Mint, peut-être en 2 mots, ce que c'est que Mint, 2 mots, ce que c'est, ce que vous faites. D'accord. Donc, nous, on est spécialiste de détection et prévention des chutes avec une solution basée sur l'intelligence artificielle et un capteur non porté, donc plutôt installé dans la chambre ou dans la pièce à surveiller. Donc, évidemment, nous, on est très focalisés sur ce sujet-là. Et un peu comme Madame Mouinou l'exprimait, les demandes des établissements sont beaucoup plus précises qu'en 2019 ou début 2020, quand il se passait encore des choses, mais les visiteurs ont leurs besoins plus précis en tête et cherchent des solutions en fait assez immédiates et utilisables rapidement. Donc ça, je pense que c'est un point qu'on a remarqué à Silver Expo, mais également dans d'autres salons auxquels on a participé, notamment la semaine dernière en Allemagne, à Medica. C'était un public plus international, mais c'était exactement le même constat. Donc moins de monde, mais des demandes beaucoup plus ciblées. Et le deuxième point qu'on remarque aussi, c'est
comme je le disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience en général des établissements, mais aussi des autorités, du besoin de la digitalisation, de l'interconnectivité, si on peut le dire comme ça, des dispositifs, des systèmes, par rapport à il y a encore 2 ans où il y avait peut-être une méfiance sur cet aspect de digitalisation, d'utilisation du cloud, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Précisons que tu avais aussi, vous aviez un stand sur le salon. Oui, tout à fait, absolument, oui. Voilà, précisons. Tout à fait, ouais. Arnaud, la Bretagne. Donc toi, tu avais quand même 2 casquettes. Tu avais un stand Synapse, et puis bien sûr le grand stand. Et puis le stand comme ça de Arch MC2. On était la deuxième superficie? Non, je ne sais pas, Alain. Je ne sais pas. Première, deuxième. Vous étiez, oui, c'est ça, oui, deuxième superficie du salon avec Arch MC2. Mais parce que, bon, d'abord, c'est la réunion de 2 sociétés. Donc, c'est normal, 1 + 1, c'est toujours plus grand, quoi, toi. Et donc, d'abord, pour nous, c'est un salon capital. C'est là où on retrouve tout notre écosystème. Notre écosystème, il est là. Quand on croise des gens, enfin, c'est la majorité de nos clients. Moi, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Alain, le salon virtuel a été un succès. Je ne sais pas comment on peut faire, on l'a rapidement évoqué, mais un salon virtuel, pour moi, ça n'existe pas. On fait ce qu'on fait là, on discute comme ça, on s'est vu, on a discuté pendant 2 jours, on a pu le croiser. Ce qui se fait, l'important d'un salon, hormis le plaisir de se revoir, etc., c'est bien ce qui se dit à côté du salon ou pendant le salon, quoi. Et c'est bien ce qui se dit, et ça, le virtuel ne le remplacera jamais. Quand on était en train de prendre un café ensemble, ou quand on prenait un verre, ou quand on disait, et là, machin, et toi, t'as vu un tel, et t'as vu, et machin, et c'est là que ça se fait, quoi. Moi, c'est un excellent salon. D'abord, on a retrouvé tout le monde, effectivement. Et puis, alors, où je rejoins les propos un peu de Caroline, bon, même si nous, on est vraiment au domicile, on fait aussi des EHPAD, on a 500 EHPAD dans notre groupe aujourd'hui, mais on est majoritairement au domicile. Et l'EHPAD est aussi un domicile, domicile avec un S. En tout cas, nous, on voit bien que le secteur bouge et le salon était ce reflet-là. J'ai vu, moi, le dernier que j'ai fait, bon, c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on voit apparaître des nouveaux métiers. On voit apparaître des startups qui sont plus du tout dans des trucs assez fumeux. C'est des trucs qui sont maintenant, on commence à rentrer dans le dur. Et dans le dur, des trucs qui sont pratico-pratiques. Moins, comme tu disais tout à l'heure, Caroline, moins de trucs, des machins qui clignotent partout et des trucs qui sont invendables. Mais plutôt moi, j'ai trouvé que la numérisation, la digitalisation du secteur, ben, c'est en marche et ça se voit bien, quoi. Ça commence à se voir. Benoît. Le micro échauffe aussi. Ah non, c'est bon, j'allais blaguer. Oui, j'ai coupé le micro. Il faut que le micro échauffe. Bon. Alors, tout d'abord, merci à Alain, effectivement, de nous avoir réunis. Ça, c'est extraordinaire parce que tout le monde l'attendait et enfin, on l'a eu. Donc, ça, c'est une très grande et très bonne nouvelle et ça a été très bien évoqué par les différents intervenants. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Alors, précisons, pour ceux qui ne connaissent pas, Benoît Gobelot est un des pionniers de pionniers, avant moi, sur le marketing et la communication sur les seniors. Donc, en fait, je ne parle pas d'âge, je parle de l'expérience et du recul côté évolution du marché. Merci beaucoup. Et ce qui m'a favorablement étonné et en même temps interrogé sur le salon, il y a 2 choses. Le premier, j'ai trouvé tout de même que finalement, il y a une forte imbrication entre tout ce qui tournait autour des services à la personne et la silver economy. Alors, ce n'est pas forcément étonnant puisque dans les services à la personne, à peu près 70% de l'activité tourne autour des seniors, de la prise en charge des seniors. Mais là, c'était amusant parce que vraiment, c'était très imbriqué, c'était les uns avec les autres. Et donc, il y a d'un côté, les services à la personne, c'est même beaucoup d'humains. Et après, ça a été évoqué, effectivement, beaucoup de sociétés dans l'univers de la silver economy tournent sur l'utilisation des solutions numériques. Donc, il y a ce mix entre les deux. Et donc, je pense que l'un ne va pas contre l'autre. Et c'est l'association des deux qui permettra sans aucun doute d'avoir le ticket gagnant et sur lequel il faut travailler et sans aucun doute veiller à ce qu'il y ait des ponts entre les deux de manière à pouvoir réussir et à répondre aux attentes de nos secteurs.
Ça, c'est la première chose qui m'a tout de même fortement marqué et j'ai trouvé que c'était très bien de ce côté-là. Et deuxième chose qui m'a surpris sur le salon, c'était la présence. Alors, tout à l'heure, Arnaud parlait de la taille des stands, mais j'ai trouvé que tout de même, il y avait aussi trois acteurs qui m'ont paru très importants, qui étaient des fédérations, la FEPEM, qui était dès l'entrée du salon, la FESP et puis la FEDESAP, qui étaient aussi très présents et c'est là où je trouve que tout de même, ces acteurs professionnels qui ont su réunir leurs adhérents, qui ont su fédérer, qui ont su créer effectivement des outils. Alors, par exemple, la FEPEM, ils ont maintenant un outil de formation extrêmement intéressant qui est Hyperia, et puis un outil également de prise en charge sociale qui est l'IRSEM. Enfin, voilà, ils ont réussi à construire et en fin de compte, à donner de la valeur à leur secteur. Et je trouve que de ce côté-là, on devrait un petit peu s'en inspirer au sein de la Silver Economy. C'est un peu un de mes dadas sur lesquels mais qui est effectivement la formation que je crois essentielle. Et là, je sais que l'Université de Paris a repris le chantier que j'avais initié quand j'étais président du SYNAPS, de manière à pouvoir lancer une formation. Et il est important, je trouve, de monter en puissance, en qualification au sein de la Silver Economy et de faire en sorte que ce métier attire justement par une valorisation des différents métiers, y compris sur les services à la personne, par exemple. Voilà. Donc, c'était un très beau salon. Génial. Joachim, ce que tu as retenu du salon? Ce que j'ai retenu du salon, pour rebondir sur ce que disait Benoît, effectivement, on a vu de belles choses, de belles associations, et sur le côté humain, on est en train de changer. C'était Arnaud qui parlait effectivement tout à l'heure d'entreprises plus fiables et moins de start-up bling-bling ou qui te ramènent des choses dont tu ne comprends pas trop l'utilité. Nous, on est une vieille start-up, on a plus de 6 ans d'existence. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est des choses qui tendent vers l'humain. Mélanie en est la preuve vivante avec Colibri. On réfléchit autrement et on réfléchit aujourd'hui à mixer digital et humain. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est ce que nous essayons de faire chez Papy Happy depuis un bon bout de temps. Et on sent qu'effectivement, on tend vers de l'humain. On l'a vu par rapport aux gens qu'on a pu croiser lors du salon. Et toutes les fédérations qui étaient présentes, les entreprises qui étaient là, mettaient beaucoup en avant effectivement le côté bienveillant et le côté prise en charge de la personne. Et moins effectivement une nouvelle technologie qui arrivait comme ça par le Saint-Esprit, et on ne savait pas trop comment l'appliquer. Donc on est en train de prendre la problématique autrement et on propose de vraies solutions. Et je pense que c'est un marché qui doit se structurer parce qu'il y a eu déjà un peu de ménage de fait. Il faut que le ménage continue à se faire. Je pense qu'il y a de très, très belles choses qui se font, mais il faut qu'elles sortent de terre, qu'on cogne dessus et qu'on soit capable après de pouvoir créer des partenariats efficients avec les services à la personne, avec de nouvelles technos, et que le digital soit là pour aider les gens et ne vienne pas à les remplacer parfois au détriment des personnes âgées. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir du salon. Sébastien, côté France Silver Eco, comment est-ce que tu vois le salon? Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été dit là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, au fond, la crise Covid a accéléré des dimensions qui étaient déjà là. Et d'ailleurs, la première chose, c'est que le fait qu'on ne se soit pas vu en physique pendant quelques temps a aussi un petit peu resserré les liens des personnes qui se retrouvaient au salon. Et ça, c'est déjà un élément important. Autre élément, lorsqu'on parle des visites politiques, etc., pourquoi il y a eu beaucoup de visites politiques, 15 si je me souviens bien par rapport à ce que disait Alain? C'est parce que les politiques commencent à prendre conscience de ce qu'est l'enjeu du vieillissement de la population. Et qu'au fond, cette crise Covid, même si évidemment elle a été dramatique, elle a permis de mettre en avant justement l'impérieuse nécessité pour la société de répondre. Ça, c'est déjà un élément important. Un autre élément important, ça a été évoqué au fond, c'est qu'on voit que les écosystèmes locaux fonctionnent. Et ça, je crois que la filière, bon, évidemment, on est en train, toutes et tous, de travailler à la structuration locale de la filière, mais on voit que ça fonctionne. On peut prendre des exemples. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de la métropole d'Orléans, quand on parle de Papy Happy, quand on parle de Colibri, au fond, c'est un écosystème local, qui plus est, un écosystème qui lie le public et le privé.
parce qu'avec la métropole d'Orléans, on avait le village Baïséa, du Crédit Agricole. Donc on voit bien que quand les acteurs décident d'avancer ensemble, ça fonctionne. Quand on parle de Silver Valley, comme le Gérontopole d'Île-de-France, le Gérondif, sont soutenus par la région. Donc on voit bien que la structuration régionale fonctionne. La semaine dernière, on était au même endroit avec Benoît lors du lancement de l'étape normande du Tour de France des Silver Régions. La qualité des participants, c'était aussi extrêmement impressionnant. Donc, c'est un élément important qui est de se dire, mais au fond, cette filière, elle est en train de gagner en maturité aussi parce que dans les régions, en fait, les acteurs commencent à fonctionner. Et dernier point que l'on peut mettre également en avant, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ne serait-ce que si on regarde le gagnant comment dire, Silver Academy. De Silver Academy, merci Alain. Autonomia. Qu'est-ce qui est intéressant dans Autonomia? C'est que c'est un nouveau métier qui s'appuie, Benoît, sur la volonté de faire une formation avec un diplôme, et qu'au fond, on est au cœur de ce qui est en train de se passer. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'on garde pour pouvoir continuer sur cette lancée, garder cette dynamique, et j'espère l'année prochaine aller encore un petit peu plus loin. Ouais. Autonomia, précision pour ceux qui ne connaissent pas, ils n'emploient pas le terme là, mais c'est du care management, care manager, care management. Alain, est-ce que tu peux nous parler de la zone des startups? Parce que là, il n'y a pas vraiment des startups, c'est l'espace startup. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé là-bas et puis ce que toi tu as noté comme chose intéressante? Bien sûr. Déjà un chiffre, sur 107 exposants à Silver Economy Expo, ce qui est un de nos records, il y a 72 startups. D'accord. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est les jeunes pousses de demain, c'est ça qui fait la vivification. Et je en profite aussi pour dire à Caroline, on en a parlé tous les deux je pense quand il est Brigitte Bourguignon, que le grand CARE, c'est le CAC 40. Et avoir le CAC 40 à côté de ces startups, c'est hyper important. Et oui, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, peut-être Laurent, il avait quelques grands acteurs qui manquaient. J'espère que le CAC 40 sera plus en force. Il y a la Poste également, mais j'espère que le CAC 40 sera encore plus présent l'an prochain pour qu'il y ait ces passerelles entre les deux. Donc, ce village start-up, en fait, il est structuré en fait autour on a dit tout à l'heure, de pôles d'innovation, et puis on offre à des tarifs défiant toute concurrence à des startups de venir exposer dans ce qu'on appelle les stand spots, et c'est ça qui donne cette formidable explosion. On voit dans les tendances, il y avait beaucoup d'intergénération au sens large sur l'habitat, sur également les mises en relation entre des étudiants qui rendent des services auprès des seniors, et puis des bonnes idées, des idées pratiques. Par exemple, je pense à Ezio, par exemple, qui est sur le paiement des courses. Hein. Sébastien, très ponctuel sur un problème très ponctuel. Le problème ponctuel, c'est comment est-ce que je paye, comment est-ce que je rembourse un salarié qui vient au domicile d'un quelqu'un de ma famille sans avoir à se poser de questions, etc. Donc en fait, ça, c'était vraiment très, très, très important aussi. Et puis, tout à l'heure, je crois que c'est Benoît parlait des échanges entre le salon des services à la personne et puis la technologie. Il y a trois grandes dimensions dans notre salon. Dans notre salon, c'est le vôtre, mais c'est à la fois les services, le lien, deuxièmement, l'équipement et la techno. Et dans ce cas-là, ce que fait Arnaud avec Arch MC2, on fait le pont entre les deux. Justement, c'est bien la techno pour que ça fait l'air. Et le troisième point dont on n'a pas parlé, c'est les data. Et pour répondre à ta question, Frédéric, tu dis qu'est-ce que font ces startups? Il y avait un des finalistes de la Silver Academy, c'est Edge Impulse. Il est là aussi avec des datas pour permettre l'allongement de la durée de vie. Et globalement, quand on fait ce triptyque, les services, le lien, l'équipement, le grand care par exemple, le lien entre les deux avec la techno comme Arch MC2 ou Arnaud Ximi ou Progisap et autres, et les datas, on arrive bien à un triangle vertueux, ce n'est pas un cercle, et complet. Et donc dans nos startups, il y a eu plusieurs startups qui analysent les datas pour à la fois agir, anticiper et puis aussi donner des éléments de réassurance aux aidants. Pour les autres, est-ce que vous avez fait le tour des 72 startups et est-ce qu'il y a une startup qui vous a marqué? Moi, c'est Edge Impulse qui m'a marqué sur l'idée d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé.
Caroline, est-ce que tu as fait le tour est-ce que tu as eu le temps de faire le tour des startups et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou quelqu'un d'autre qui peut intervenir? Moi, j'ai fait le tour, pas assez parce que malgré tout, j'ai été bien occupée pendant le salon. La tendance, effectivement, moi, j'ai vraiment trouvé que la tendance était extrêmement digitale et numérique. Mais ça, je comprends parce que c'est la data et l'interopérabilité. Et finalement, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et beaucoup de sujets quand même sur l'activité et la chute. Qui reste quand même un sujet, et même quand les ministres sont passés, la chute, ça revient La quand chute. même La chute. beaucoup. Alors, la chute, Eric, tu travailles dans la chute. Hum. La question que j'avais avec toi, en Belgique, est-ce que c'est les mêmes tendances ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce que tu entends ce soir? Non, je pense que vraiment les tendances sont assez communes à travers toute l'Europe. En tout cas, c'est ce que nous, on peut voir dans nos démarches. Et en effet, bon, évidemment, nous, on est un peu biaisé parce qu'on s'occupe de ça, mais il y a une vraie prise de conscience sur la problématique de la chute, tant à domicile qu'en institution, en EHPAD ou au milieu hospitalier. Et en fait, les solutions réellement efficaces ne sont disponibles pas depuis très longtemps. Donc, je pense que ça contribue aussi à cet intérêt plus marqué ces 3-4 dernières années, et particulièrement depuis la fin de la première et la deuxième vague, où les gens peuvent vraiment commencer à utiliser les dispositifs disponibles aujourd'hui. Mais en effet, des besoins bien plus précis, bien plus marqués. La chute est un de ces sujets, et un besoin de dispositifs qui fonctionnent réellement. On en a parlé, on n'est plus dans l'émerveillement de nouvelles technologies, on veut des choses qui fonctionnent. Et de nouveau, je pense que c'est possible aujourd'hui grâce à la digitalisation et à l'efficacité de cette interconnectivité entre les dispositifs. Et alors, un point important aussi qui nous tient à cœur également, c'est l'aspect humain. On en a beaucoup parlé, mais pour nous, c'est particulièrement important. Donc, tout ce que nous développons, c'est dans l'esprit d'aider d'abord le soignant en EHPAD ou à l'hôpital, et pas du tout dans l'idée de remplacer qui que ce soit. Nous, on pense vraiment que le spécialiste, la personne qui doit vraiment s'occuper des personnes hospitalisées ou en EHPAD, c'est le soignant. Donc, nous, on se focalise sur le développement d'outils très technologiques, mais pour le bénéfice du soignant d'abord. Et évidemment, le patient en bénéficie immédiatement si le soignant est plus efficace, a plus le temps, a plus de données, plus de moyens pour bien s'occuper des patients. C'est vraiment très, très important. Et je pense qu'on le voit aussi sur les salons, à Silver Expo aussi, il y a beaucoup de discussions sur ce point-là. Bon, évidemment, le Covid a aussi mis en lumière l'importance du personnel soignant, la difficulté qu'il traverse aujourd'hui et le manque de personnel, ça s'est fort marqué en Belgique également, beaucoup de services gériatriques qui ne peuvent pas accueillir de patients par manque de personnel, simplement. Je veux juste rebondir sur ce que dit Eric. Alain, vas-y. Oui, en fait, Eric a tout à fait raison, et tout à l'heure, Laurent le disait. Pensez dans un EHPAD de 80-90 résidents sur 5 étages la nuit, c'est-à-dire en gros à partir entre 19h et 7h du matin, il y a 3 à 4 salariés. Exactement. D'accord. Et avec pas d'infirmier présent et un médecin coordinateur, comme il y a 30% des EHPAD en France qui n'ont pas de médecin coordinateur, et 30% des EHPAD n'ont pas de médecin coordinateur, ça veut dire que s'il n'y a pas cette assistance technologique pour aider les 3-4 salariés qui s'occupent de 90 résidents pendant toute une nuit, sur 3, 4, 5 étages, c'est impossible. Et donc, c'est bien là que il n'y a plus de débat entre le digital ou le numérique qui remplace les salariés. Ils se complètent. Et oui, Eric, tu as raison, ils ont besoin d'être épaulés, assistés, soutenus par du digital. Ouais. Un des points que nous, on mesure avec nos clients et nos utilisateurs, c'est ce qu'on appelle l'efficacité sur la charge mentale des soignnons. On essaie de mesurer ça le plus précisément possible pour voir quel impact et comment on peut encore améliorer ce point-là avec nos utilisateurs, puisque en effet, particulièrement la nuit,
c'est extrêmement stressant pour le personnel de se retrouver dans un bâtiment, voire même être responsable de plusieurs bâtiments sans savoir ce qui se passe dans les différentes chambres. D'accord. Arnaud, Oui. président du Synapse, est-ce que dans l'univers des startups, des 62 startups, est-ce que tu as repéré une ou deux qui t'ont interpellé? Oui, il y en a une, tu parlais d'une qui faisait du paiement. Nous, il y en a une que je connais bien qui lance aussi du paiement. C'est un sujet pour nous du paiement à la place pour payer les courses de la personne âgée, en fait. Hein. C'est un vrai sujet. Et on voit bien que ça émerge. Et nous, il y en a une autre qui était présente, c'était Payello que je peux citer. Et en fait, c'est un vrai sujet. Moi, ce que je voulais par rapport aux startups, et ce que réussit ce salon, notamment par rapport aux startups, par rapport à des gens comme nous qui participons au maintien à domicile. Et tout à l'heure, quand Benoît parlait de la FEPS, FEDESAP, n'oublions pas qu'à côté, il y avait la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs, mais FEDESAP, FESP, c'est les entreprises, etc. À côté, il y avait l'UNA, des DOM, etc., des structures associatives aussi. Le CINERPA, bien sûr. Mais CINERPA, un peu double casquette, la casquette à la fois établissement et à la fois domicile. Et le domicile au CINERPA, c'est tout petit, quoi. Ce salon, réunit le SAP et le SAD. Et pour moi, c'est pas du truc qu'on oppose, ça. C'est juste un continuum de vie. Moi, quand on me parle de Silver Economy, il y a des fois, je ne sais pas de quoi on parle. Parce que c'est quoi un vieux? Et une personne qui a O2 le comprend, et plusieurs adhérents de la FEDESAP le comprennent. Aujourd'hui, une personne qui a 65 ans, qui a quelqu'un au domicile, qui bosse et qui pour l'aider, bah après, elle va conserver cette personne. Et quoi, ça s'appelle de l'aide à domicile quand tu as plus de 60 ans? Mais on parle bien d'une évolution, c'est un continuum de vie qu'on accompagne. Et ce salon-là, tout est présent là. Notre écosystème est présent. Il y a 1 200 000 Français dépendants. OK. Mais il y a 14 millions, 15 millions de Français de plus de 70 ans. OK. Le marché, il est dans les voyages pour les seniors. Il est pas dans seulement de ce que je représente. Moi, mon équipe, 80% des services de soins infirmiers à domicile. OK. Les services de soins infirmiers à domicile, c'est pour des gens qui sont, je veux dire, 5, 4, 3, quoi. Voilà. Il y a pas, c'est pas que ça. Les GIR 4-3-2-1, c'est 1 200 000. 600 000 en établissement, 600 000 à domicile. C'est ça. Et le salon réussit ça. Je crois. Et, moi, j'aime bien, je trouve que les technos qu'on emploie aujourd'hui, c'est pragmatique. Quand je parle de Payello, c'est pragmatique. Ça me rend service. Ça rend service à mes clients, quoi. Et le salon réunit à la fois des clients, des fournisseurs, des partenaires, etc. Moi, ça m'inspire ça, quoi. C'est vraiment le multipote là. Vieillir, c'est pas une maladie, c'est un continuum de vie. Et il faut avoir le culot de tout mélanger, quoi. On n'est pas là pour parler uniquement de dépendance, de machin, etc. C'est les salons de service à la personne. D'ailleurs, sur ce sujet-là, je crois justement que le pivotement a eu lieu, en fait. Ouais. Et que, en fait, aujourd'hui, alors il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas et qui vont parler comme ça, mais globalement, tout le monde commence à prendre conscience que le sujet, c'est pas simplement l'accompagnement de la perte d'autonomie, c'est le maintien de l'autonomie. Et donc, le maintien de l'autonomie, ça doit nous amener à tout repenser. Je vais donner un exemple qui est extrêmement intéressant sur la question de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est un enjeu essentiel en ce qui concerne le vieillissement. Pourquoi? Parce que les seniors, qui en plus des baby-boomers, etc., qui restent autonomes, etc., ils veulent avoir accès à un certain nombre de choses. Des services, s'il y a un désert médical, ça va leur poser problème. S'il y a un désert commercial, ça va leur poser problème, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, il y a des bagarres très fortes entre territoires pour faire en sorte que les seniors demeurent. Et ça, on n'est pas simplement sur de la question de seniors qui perdent de l'autonomie. Hein. C'est que pour maintenir le dynamisme à l'intérieur des territoires, on a besoin de seniors. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça doit tous nous amener à nous dire, OK, comment nous, d'un point de vue économique, on est capable d'apporter des bouts de réponse. On ne peut pas tout apporter, comme d'ailleurs l'État ne peut pas tout apporter. Et celles et ceux qui pensent que l'État peut tout faire, tout comme celles et ceux qui pensent que l'économie peut tout faire, en fait, se trompent parce que c'est bien l'ensemble qui fait qu'on peut avancer. Donc, ces sujets-là, ça nous permet d'élargir. Et c'est vrai que le salon, de ce point de vue-là, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on avait une multitude d'acteurs qui comprenaient enfin
comment il fallait agir, qu'il fallait plus être dans des silos, y compris le silo d'un type de senior en perte d'autonomie, etc. Donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que cette dynamique-là ne va pas être fracassée à l'aune de je ne sais pas quoi, mais parfois on a des bonnes dynamiques qui sont fracassées parce qu'un autre sujet prend l'actualité, etc. J'espère qu'on va garder cette dynamique-là, que ça va permettre à l'ensemble des acteurs de la filière de poursuivre, au fond, leur montée en maturité. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on parlait du marché au futur. Non, en fait, il n'y a plus à parler du marché au futur. Il est là maintenant, à nous de répondre présent pour être au niveau. Alain, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que une personne d'entre vous veut rajouter quelque chose avant que je demande à Alain de faire la conclusion de la conclusion? Bah non, bah vas-y Alain. Alain, juste avant de faire la conclusion, j'aurais voulu que tu expliques le distanciel, parce qu'en fait, moi, objectivement, je n'ai pas suivi le côté distanciel. Qu'est-ce qui était distanciel est-ce que tu as des, je sais pas, des tendances du distanciel? Alors déjà, pour la petite histoire, nous, des salons virtuels, on en fait depuis 2013. Et ça ne marchait pas du tout, dans d'autres domaines, hein, d'accord. Et en 2017, j'avais créé 2 web magazines que j'ai revendus, avec l'argent, j'ai réinvesti pour faire une plateforme de salon virtuel. 2017, 2018, 2019, on a eu 10 contacts entrants, on n'a rien signé, d'accord, ça n'intéressait personne. Entre mars 2020 et aujourd'hui, 850 contacts entrants, 90 projets. Là, actuellement, demain, on fait un salon pour Bercy. On fait le salon Bercy Innove. D'accord. On fait un salon aujourd'hui, hier et aujourd'hui, le salon Study in Europe. La semaine prochaine, c'est Campus France. Donc, on fait des gros projets voilà. Et ça marche. Pourquoi? Parce que ça remplit un vide. Parce que quand il n'y a rien, il vous faut 2 degrés, vous mangez des merles. Et là, le salon virtuel, c'est l'excès. Au mieux, au pire, Arnaud disait tout à l'heure, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est au pire, ça permet de remplacer les grives, et au mieux, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre Silver Economy Online, c'est de dire, on va faire du stretching, et des personnes, des participants qui sont à Perpignan, qui sont à Strasbourg, qui sont à Brest, etc., ou qui sont à Nice et qui ne viennent pas, ils peuvent se connecter aussi. Voilà. Ou en Belgique. Ou en Belgique. Ou en Guadeloupe. Ou en Guadeloupe, avec un peu de décalage horaire, évidemment, à distance. Hein. Et là, aujourd'hui. Ou à Berlin, bah, je rajoute. Ou à Berlin. Guadeloupe, ça fait plus mon cher. Ou à Saint-Malo, si tout le monde y va comme ça, on y va. Exactement. Toi, tu es venu, mais Saint-Malo, c'est pas si loin que ça. J'ai pris Perpignan comme exemple. Bon. Et donc, pour répondre à ta question, Frédéric, le distanciel, qu'est-ce qu'on avait en distanciel? La moitié des conférences étaient captées en vidéo et diffusées en direct. D'accord. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'on a créé le salon en 2007. On a la plus grosse audience qu'on a faite sur une conférence inaugurale, c'est 1200 participants uniques en même temps. C'était en mars dernier sur un salon virtuel, sur la conférence d'inaugurale du centre des services à la personne. On n'a jamais fait autant. 1200, c'est un bel amphi déjà. Hein. Bien. Et donc, on avait la moitié des conférences étaient filmées et diffusées. Et à peu près, nous n'avons pas réussi à convaincre tous les exposants, mais on va le faire maintenant, on va continuer, à peu près les 2 tiers des stands étaient des stands virtuels sur lesquels on peut retrouver, on peut dialoguer en direct, chatter, faire de la visio ou en asynchrone avec des emails. Et le salon virtuel, il est ouvert jusqu'au 31 mars 2022. Donc là maintenant, avec mon équipe, on va remettre tout ça, parce que tous nos clients, tous nos exposants, quand je vous disais, vous savez, il y a aussi le salon virtuel. Non, nous, ce qu'on veut, c'est revenir à Paris, se rencontrer. Et ça, on n'a pas fait un forcing dingue, mais c'est un potentiel de croissance et d'extension qui est énorme pour un budget faible. Ça, c'est pour la partie salon virtuel. Et jusqu'au 31 mars 2022, le Silver Economy Expo est en ligne et le salon des services à la personne est en ligne avec des stands et des conférences et des podcasts. Conclusion de la conclusion, moi d'abord, je voudrais vous remercier parce que je voudrais vous remercier Frédéric, merci. C'est ce bilan, c'est ton idée. Oui. Tu m'as écrit il y a une semaine, 10 jours. Oui, l'idée est arrivée, je ne veux pas la détecter, l'idée est arrivée. Un soir, tu m'as écrit en me disant qu'est-ce que tu en penses. Je t'ai envoyé un tweet génial. Et merci, on ne l'a jamais fait. Et c'est vachement bien. Et c'est vraiment très bien. Donc, merci à toi de l'avoir pris cette initiative. Merci à vous d'avoir pris du temps ce soir pour répondre. Et merci pour ce que vous avez dit. Et je sais aussi que nous pouvons progresser. Mais on va le faire encore. Mais merci pour vos attentions. Je crois que la conclusion, j'aime bien ce que tu as dit, Sébastien. À savoir, et Laurent l'a dit tout à l'heure, le marché, on ne parle plus de nous au futur.
hein. Le marché des seniors, il est là. Et le mot marché est toujours un peu gênant parce qu'il y a tout le secteur associatif qui n'aime pas ce mot, et je peux comprendre parce qu'on ne vend pas du senior, mais Pas du vieux. on vend du vieux. Vieillir, c'est de l'obsolescence programmée. D'accord? C'est l'obsolescence naturelle, mais c'est l'obsolescence programmée. On sait tous que ça va se passer. Et effectivement, à partir du moment où on met en place des solutions pour que cette obsolescence programmée elle soit la plus tardive possible et qu'elle soit la plus agréable possible, là, on y arrive bien. Et d'ailleurs, on avait aussi une start-up, Moby Travel, qui fait du voyage, hein, pour les seniors, dans des lieux adaptés, etc. Donc, clairement, le Covid a accéléré les tendances. Le marché va se concentrer, les acteurs vont se concentrer. Laurent l'a dit tout à l'heure, devenir européen, on le voit bien, tous les emplettes que tout le monde fait à droite, à gauche. Et puis, on ne l'a pas assez peut-être dit pendant cette intervention, mais sur la partie de la formation, je crois que c'est peut-être Benoît qu'on a parlé, ou toi Arnaud, je ne sais plus, sur la formation, on n'a jamais eu autant d'organismes de formation qui ont exposé au salon. On en avait plus d'une douzaine. Et dans ces organismes de formation, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont tous développé fortement les classes virtuelles et le distanciel. Et il y avait une start-up qui s'appelle Minity, qui était dans l'espace, dans le village start-up, qui fait du micro-learning, hein, pour que les intervenants puissent avoir sur un smartphone des petites gélules de formation comme ça tout le temps. Donc on voit, et ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis à partir du moment, moi ce qui me fait me lever tous les matins, on parlait pour Benoît, pour toi Frédéric, ou moi je travaille sur la silver economy, mais ça ne s'appelait pas comme ça depuis 1994. Donc, oui, alors ça, non, et ça, on va couper au montage parce qu'il est encore avant moi, donc on coupe au montage. Hein. Mais ce qui me fait lever le matin, c'est que je me sens utile, quoi. Je me dis, c'est utile pour les seniors, pour les dépendants ou pas dépendants, et puis pour les aidants. Et comme on est tous concernés, c'est très porteur. Donc, ma conclusion, c'est merci. Merci Frédéric, merci à vous pour ce soir, puis merci d'avoir été là pendant 2 jours. Et puis oui, j'ai pris plein de notes parce que le salon est fini, et l'énergie qu'on reçoit pendant ces 2 jours est énorme, et j'aimerais presque être là en 2022. Alors 2022, si important pour la conclusion, 29 et 30 novembre. 29 et 30 novembre 2022, dans le pavillon 5 de la porte de Versailles. Ce sera la prochaine édition, et on va encore franchir un cap là. Donc, ça sera juste avant la 7e vague, c'est ça? J'espère qu'on en sera sorti de ce 12e. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.